côté Odile Gauthier, qui est directrice de l'eau et de la biodiversité au ministère du Développement durable. À ses côtés, Georges Pochet, qui est directeur général du pôle de compétitivité Hydreos. Face à lui, Patrice Valentin, président de l'UPGE, l'Union des professionnels du génie écologique, et Sébastien Gallet, président de l'APFGE, qui est l'association en fait, de préfiguration de la Fédération du génie écologique. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, les acteurs publics et privés eh bien, sont tenus de préserver leur écosystème, qu'il soit en milieu naturel, en milieu urbain ou sur un site industriel. Et donc, ces obligations, ces nouveaux enjeux ont donné naissance à une nouvelle filière qu'on appelle la filière du génie écologique. Madame Gauthier, je voudrais d'abord avoir quelques éléments de cadrage sur cette nouvelle filière, comment elle s'organise, quel est son objectif, quels sont ses objectifs, et ensuite nous parlerons avec les différents acteurs de sa mise en œuvre. Prenez le micro qui est à vos côtés. Oui, merci. Alors effectivement, pour la première fois, Polytech accueille un village dédié au génie écologique et à la biodiversité, c'est-à-dire un village représentant des entreprises qui œuvrent dans le domaine de la préservation et de la restauration des milieux naturels. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que, eu égard à un certain nombre d'évolutions réglementaires, eu égard à l'adoption du Grenelle de l'environnement et de la stratégie nationale pour la biodiversité, le ministère travaille donc aux côtés des professionnels depuis maintenant à peu près 1 an pour essayer de développer donc cette filière. Alors, peut-être pour présenter très brièvement qu'est-ce que sont les activités de génie écologique, je vais peut-être donner quelques exemples. Alors, les entreprises de génie écologique ont des activités de conception, de restauration et d'aménagement des milieux naturels donc, et des écosystèmes. Alors, quelques exemples, il peut s'agir de la restauration des cours d'eau. Donc, la restauration des cours d'eau, c'est l'activité qui, je dirais, aujourd'hui est la plus développée, mais se développent également d'autres activités comme, par exemple, la réduction des impacts de projets d'aménagement ou de projets autoroutiers, la mise en place de mesures dites de compensation, justement, pour des grands projets, ou enfin, par exemple, la mise en œuvre de restauration de zones humides ou de recréation d'habitats naturels favorables à certaines espèces particulières. Donc ça, c'est l'ensemble des activités. Et finalement, elles trouvent à s'appliquer, je dirais, dans un certain nombre de domaines d'application, donc qui peuvent être la gestion proprement dit des milieux naturels, mais qui peut être aussi le domaine de la nature en ville, puisqu'on essaye notamment de développer le développement des infrastructures écologiques en ville, l'urbanisme paysager et plus vert qui soit plus rafraîchissant également et permette de lutter contre le changement climatique, ou également le domaine de la lutte contre les pollutions que l'on connaît peut-être un peu moins, puisque par exemple la phytoépuration appliquée aux eaux domestiques fait partie également de la filière du génie écologique. Alors avant de voir comment s'organisent un petit peu ces entreprises et puis comment finalement vous préfigurez cette nouvelle filière, hein, on va regarder un petit film en fait qui est un exemple de réalisation dans le milieu aquatique pour qu'on essaie de bien comprendre, de bien visualiser ce qu'est effectivement le génie écologique. Regardez, on se retrouve juste après. Aujourd'hui, on ne voit plus une truite. Il est mort. Il faut le bras qui est mort. Ici, nous avons, si je puis dire, deux rivières, entre guillemets, 2 bras. Le bras naturel qui est sur ma gauche, hein, qui est très peu alimenté, puisque l'eau qui coule ici vient uniquement de sources qui se trouvent au sein du bras. Puis, sur ma droite, le bras artificiel, bras perché, qui date de l'époque d'industrialisation, où on réalisait ces bras perchés pour créer une chute, pour avoir une source d'énergie locale.
a deux inconvénients majeurs, c'est la remontée des poissons qui ne peut pas se faire, la chute étant trop haute, et puis la descente des sédiments qui ne peut pas se faire non plus, d'où une altération de l'eau en amont du vannage. Donc le but, c'est de supprimer ce bras perché, de le recombler, et puis de renvoyer la totalité de l'eau du Fouillebroc dans le bras naturel ici. Avec un Fouillebroc renaturé, on va avoir une pente continue, une eau plus courante, des zones d'eau profonde, des zones de radier, donc des zones plus caillouteuses, des zones de cache sous les racines des arbres. Et ça, c'est très propice à la faune et à la flore. C'est particulièrement vrai pour une espèce remarquable qui fait un intérêt supplémentaire à ce projet, c'est l'écrevisse à pattes blanches, un crustacé qui vit dans ces milieux-là et qui est rare et menacé. On va effectivement lui permettre de trouver des conditions de vie plus optimales pour son cycle biologique. Ça va restructurer des parcelles qui étaient auparavant morcelées avec des bandes enherbées sur les deux parcelles. Il n'y aura plus qu'une rivière avec une bonne bande enherbée. Une bonne restructuration parcellaire, quoi. Le travail a donc été un travail de déplacement du cours d'eau. On s'est servi de son ancien lit, dont on conservait une trace. On a travaillé avec la mise en place de bancs alternes, de matériaux graveleux. En fait, c'est des matériaux, des cailloux, des silex qui ont été sortis des terrains adjacents ou des prairies et parcelles voisines. On a conservé déjà des ourlets de plantes aquatiques ou semi-humides qui existaient. On en a prélevé dans le bief que l'on a dû combler et on est venu les réinstaller ici. La dernière étape qu'il y aura, c'est la plantation d'arbres-tiges, c'est-à-dire des arbres de 2-3 mètres, pour simplement créer rapidement un peu d'ombrage sur ce cours d'eau. Voilà, donc on a essayé de comprendre un petit peu ce qu'était ce génie écologique, cette démarche, je dirais, globale, impulsée par les politiques publiques, mais reprise aussi par des entreprises. Patrice Valentin, vous vous retrouvez bien dans ce genre de démarche, de réalisation qu'on vient de voir là ? Alors c'est un cas particulier parce qu'on part de quelque chose de très artificiel, c'est un des cas particuliers, mais on y est effectivement. Ce que l'on fait, c'est donner une chance à la vie, favoriser le développement de la vie parce que nous en avons besoin. Donc là, on voit effectivement une somme de techniques qui sont effectivement à base de génie végétal, à base de renaturation, de favoriser une dynamique naturelle et de recréer effectivement des fonctionnalités sur le territoire. Alors je sais bien que ce n'est pas au ministère du Développement durable de parler de marché, mais j'imagine que quand les pouvoirs publics soutiennent une filière ou une fédération ou des entreprises, peu importe, une économie, encore faut-il pour les pouvoirs publics que cette économie soit viable. Donc quels sont, je dirais, les indicateurs que vous avez, quelles sont les aides et les soutiens que vous apportez ? Oui, alors la filière effectivement du génie écologique est une filière considérée comme stratégique par le ministère dans le cadre de son plan global de soutien aux filières stratégiques de l'économie verte. Donc quand on parle d'économie verte, de croissance verte,
Souvent, il y a le vert et pas toujours très vert, mais nous, en l'occurrence, c'est du vrai vert. Voilà. Alors, il y a une étude internationale dénommée TIB, pour ceux qui connaissent, qui montre que les perspectives mondiales dans le domaine des investissements dans la biodiversité pourraient représenter de l'ordre de 2 000 à 6 000 milliards de dollars d'ici 2040-2050. Donc ça, c'est évidemment à très long terme. À plus court terme, on constate effectivement qu'en France, le marché du génie écologique est en croissance. Il est estimé en 2012 à environ 2 milliards d'euros par une étude récente. Et il vise en fait, ce marché est créé principalement par la directive cadre sur l'eau, les textes européens sur les habitats et la protection de la biodiversité, le Grenelle, les engagements du Grenelle également, et les actions lancées par le gouvernement et les collectivités dans le domaine, je le citais tout à l'heure, de la nature en ville. Alors il n'y a pas qu'en France où les activités se développent, puisque notamment on sait que la Chine va dépenser environ 20 milliards d'euros dans les 10 prochaines années pour entretenir les ressources forestières et lutter contre la désertification, car c'est un objectif, ça, qui n'est pas forcément à satisfaire en France, mais qui, dans le monde, en tout cas, est un vrai sujet. On sait également que dans de nombreux autres pays asiatiques, il y a des plans globaux de soutien à la protection de la ressource en eau, à la protection des ressources végétales. Donc c'est un mouvement qui se fait finalement sur l'ensemble de la planète. Alors un mouvement qui existe aussi dans certaines régions de France avec le pôle de compétitivité Hydreos. Georges Potcher, vous êtes le directeur général d'Hydreos, pôle de compétitivité Alsace-Lorraine sur la qualité et la gestion de l'eau. En fait, vous regroupez des professionnels de l'eau, comme tous les pôles de compétitivité, quel que soit le secteur d'activité. Ce modèle aujourd'hui, il est viable. Vous avez des réalisations concrètes qui sont faites. Quel est, je dirais, d'abord en 2 mots, présenter le pôle, mais aussi quelle est votre actualité, quel est votre quotidien? Alors, le pôle de compétitivité Hydreos, vous l'avez dit, c'est un pôle dédié au métier de la qualité de l'eau. Et notre territoire d'ancrage, c'est l'Alsace-Lorraine. Mais il est évident que la qualité de l'eau, c'est national. Bien sûr. Donc, on a des adhérents qui sont à la fois du territoire et national. Et qui viennent d'où exactement viennent des filières traditionnelles de l'eau. Donc, d'abord, tout ce qui est gestion collective, gestion des réseaux, l'eau dans l'industrie, les utilisateurs d'eau industriels. Et puis, on a un grand nombre de PME de services à l'appui de cette gestion collective et de plus en plus dans le génie écologique lui-même, que ce soit des entreprises qui s'investissent dans le diagnostic des situations, dans la conduite d'opérations ou dans la réalisation de travaux. Actuellement, il y en a une dizaine à peu près d'adhérents qui ont des activités en génie écologique au sein d'Hydreos. Et nous avons fait de ce thème, l'ingénierie des écosystèmes, l'un de nos 4 axes de travail. Parce que qui dit qualité de l'eau, lorsqu'on parle de ressources, dit aussi qualité du milieu. Il y a un lien assez fort entre la qualité d'un habitat naturel et Mais alors, la par qualité exemple, de vous l'eau. pouvez, de par votre action et de par le fait de fédérer sur un pôle de compétitivité, vous pouvez par exemple maîtriser les polluants, avoir des actions, je dirais, très ciblées, très précises en direction d'industrie. Comment ça se passe concrètement? Vous allez agir sur le terrain? Alors, comme tout pôle de compétitivité, Hydreos n'est pas responsable de ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes là pour mettre en relation des entreprises de diverses tailles les unes avec les autres et avec les opérateurs de la recherche académique, les universités et les grands établissements de recherche. Notre travail va consister à monter des projets d'innovation collaboratifs entre ces acteurs, également avec les pouvoirs publics. Nous avons monté par exemple récemment un projet de démonstration sur de la phytoépuration qui regroupe une entreprise du génie écologique, une entreprise spécialisée dans la concertation locale et une entreprise spécialisée dans la faune et la flore, avec en plus une collectivité qui est intéressée par ce qui se passe sur son territoire et qui est aussi opérateur de certaines actions sur le territoire. Et puis un laboratoire de recherche universitaire en prime. Donc ça, c'est un projet qui a été soumis à un appel d'offres du ministère de l'Environnement dans le cadre de la stratégie nationale de la biodiversité. Il y a 5 appels à projets comme ça qui ont été publiés et qui devraient donner pas mal d'élan à la filière, lui donner de la visibilité.
Donc ça, c'est un exemple. Également, comme autre action, eh bien, nous participons aux actions collectives de structuration de la filière. Mais ça, il est peut-être préférable de donner d'abord la parole. Je viendrai vers vous, Sébastien Gallet, dans un instant, puisque vous présidez l'association de préfiguration de la fédération. Mais je voudrais reparler marché avec vous, Patrice Valentin. Ça représente quoi exactement? On sent qu'il y a du soutien public, qu'il y a de la recherche, qu'il y a toutes les structures, mais enfin, il faut quand même que le modèle économique qui paye à la fin soit viable. Alors, on sait qu'il y a des obligations réglementaires, Madame Gauthier l'a rappelé, on sait que les collectivités sont souvent très volontaristes dans ce domaine-là, mais enfin, il faut quand même que cette économie-là, elle soit réaliste. Comment ça se passe auprès des entreprises? Ce qui booste le plus le marché en ce moment, c'est le marché émergent des entreprises. Des entreprises qui sont maintenant nos clients et qui demandent effectivement à intervenir sur la biodiversité. Il y a le cadre de la compensation réglementaire, donc là c'est la loi, donc il n'y a pas de souci, et la loi est de plus en plus dure à ce niveau-là. Donc effectivement, ça booste le marché. Mais il y a aussi d'autres critères. Un, c'est la RSE, des entreprises qui sont responsables et qui veulent effectivement travailler sur l'avenir. D'autres, c'est ce qu'on appelle les indices extra-financiers. Au Dow Jones, par exemple, il y a un indicateur qui permet de noter la vertu liée à la biodiversité des entreprises et ça peut représenter plusieurs points, effectivement, dans la cotation. Donc il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place qui font que le marché est effectivement en train d'exploser. Mais maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est, je dirais, la finalité de tout ça. Ce qui serait le plus grave, c'est de ne rien faire. Les entreprises de génie écologique ont un véritable rôle par rapport à des enjeux de société, c'est d'accompagner effectivement les mutations, ce qu'on appelle l'intégration écologique. Le rapport TIB, dont parlait Madame Gauthier tout à l'heure, souligne cet aspect. Combien devrons-nous payer en 2050 si nous ne faisons rien aujourd'hui? Le but du génie écologique, ce n'est pas de créer la vie, c'est d'accompagner la vie et pour limiter les impacts que nous pouvons avoir. La nature nous rend des services, gratuitement, des services extraordinaires, notre vie à nous déjà, avec les interrelations qu'il y a avec les différents milieux. 40% de notre économie est liée aux services rendus par la nature. La dégradation des écosystèmes actuellement aura des conséquences fondamentales à la fois sur l'économie et sur la vie de nos sociétés. Donc c'est pour ça que ce marché est en train de partir en ce moment. Parce qu'il y a un véritable intérêt économique à long terme, et une opposition entre court terme et long terme, et qui fait que de plus en plus d'acteurs, que ce soit des collectivités, l'État ou des entreprises, se rendent compte qu'il y a une nécessité d'adaptation du modèle et que le génie écologique en général permet effectivement d'avoir cette nouvelle vision sur la vie, cette nouvelle vision de l'avenir. On n'est pas sur du conceptuel, on est effectivement sur un vrai besoin, une vraie demande. Et en préparant l'émission, vous me disiez que vous aviez un peu galéré, qu'il y a quelques années, vous étiez un peu seul dans le désert à prêcher pour ce génie écologique. Aujourd'hui, vous sentez quand même que les choses se structurent? Oui, complètement. Au début, d'abord toutes les entreprises qui sont nées en même temps que moi, la plupart ont fait faillite, puisqu'effectivement le marché n'était pas suffisamment mature. Il y avait très peu d'accompagnement. Maintenant, les enjeux commencent à venir en tête d'agenda, donc effectivement, ça se structure. Là, on sent le soutien, mais c'est vrai, un réel soutien du ministère sur la structuration de la filière depuis 1 an et demi à peu près, où effectivement, de manière à répondre aux besoins de nos entreprises, aux besoins effectivement de nos collectivités. Alors, pour vous aider, eh bien, il y a cette fédération qui est en train de se mettre en place, dont M. Gallet s'occupe, l'association de préfiguration de la fédération. Elle naîtra à quel moment, cette fédération? On espère pour mi-2012, si on arrive à travailler dans les 6 mois à venir efficacement. Alors, vous êtes maître de conférence à l'université de Brest. On parlera peut-être de formation et aussi de métier, peut-être aussi avec vous. Quelle est grosso modo, je dirais, la grande problématique pour fédérer, pour arriver à fédérer, non pas uniquement à créer une filière économique, mais à créer une fédération qui aura du poids et qui pourra s'élargir? Alors, nous, l'idée, c'est effectivement, il y a 2 aspects. Bon, il y a la structuration de la filière économique, la représentativité des entreprises et leur développement. Mais on voit très bien, il suffit de regarder l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, que sur un projet d'ingénierie écologique, il y a plein d'acteurs. Il y a le propriétaire du terrain, bien sûr. On voyait les agriculteurs, il peut y avoir une collectivité, il y a un financeur, il y a des entreprises, des bureaux d'études. L'objectif, c'est que tous ces gens puissent communiquer entre eux, parlent le même langage, se comprennent, et notamment au niveau des maîtres d'ouvrage, qu'ils aient aussi une connaissance de ce qui relève du génie écologique, de ce qui ne relève pas du génie écologique, qui peut être, sans que ce soit péjoratif, du jardinage et pas un travail de fond. Donc on ressent le besoin, parce qu'on le voit sur nos thématiques au quotidien,
de faire se rencontrer, se faire échanger tous ces acteurs, en plus de la structuration de la filière, pour que cette filière elle se développe à la fois quantitativement, mais aussi qualitativement. Oui, alors parce que c'est vrai que vous voulez dire que ce soit du génie écologique et pas du jardinage. Même sur le terme génie écologique, on a des fois des difficultés à se mettre d'accord pour savoir quelle est la définition exacte. Mais pour que nos amis et nos spectateurs comprennent bien où est le niveau, où se situe le niveau minimal pour qu'on parle effectivement d'ingénierie, d'employer encore une nouvelle formule, d'ingénierie écologique. Bon, je pense qu'on sera d'accord déjà pour avoir une approche systémique, écosystémique, c'est-à-dire pas ponctuelle. Après, je ferai bien attention à ne pas donner de définition parce qu'on s'est donné dans les objectifs des mois à venir, effectivement, de travailler ensemble pour se donner une définition, peut-être génie écologique, ingénierie écologique, séparer ce qui relève de l'application, de la recherche. Donc on est en discussion pour savoir aussi où on s'arrête. Tout à l'heure, on parlait de la phytoremédiation, mais jusqu'où on va, jusqu'où on sort, à quel moment on dit que c'en est plus. On a déjà le cadre réglementaire. Bon, ça c'est un premier terrain. Le cadre réglementaire, si je peux me permettre, il ne définit pas le génie écologique. Donc pour nous, je crois qu'il faut vraiment parler des activités qui servent finalement ces objectifs de maintien, de développement et de restauration de la biodiversité, comme le disait Patrice Valentin. Je voudrais citer par exemple le fait que dans la stratégie nationale pour la biodiversité, on a 3 objectifs auxquels répondent les activités de la filière génie écologique. C'est inclure la préservation de la biodiversité dans les décisions économiques, donc à l'amont de la décision, donc ça c'est tout ce qui est effectivement études, amont, etc. Le développement des innovations pour et par la biodiversité, donc ça c'est tout ce qui est, je dirais, plus terrain. Et ensuite c'est aller plus loin encore pour faire de la biodiversité un moteur de développement économique. Donc pour moi, les activités de génie écologique, c'est plutôt les activités qui servent finalement ces objectifs plutôt que de les définir, si vous voulez, uniquement en termes d'activité. Voilà. Mais bon, peut-être que l'année prochaine, si on revient, on pourra donner la conclusion de nos échanges. Donc l'idée, c'est d'avoir un terme, une définition qui soit acceptée par tous les acteurs, entreprises, recherche, administration. Et voilà. On sait de quoi on parle et je pense que surtout, on sait de quoi on ne parle pas. Ce sera un des gros travaux. On précise quand même que votre association est formée par 4 réseaux, c'est ça? Donc effectivement, on est à la base 4 réseaux. Donc l'UPGE, dont on a déjà parlé avec Patrice Valentin. Le deuxième réseau d'entreprises. Le deuxième réseau, c'est le réseau Rêver. Donc c'est le réseau d'échange et de valorisation en écologie de la restauration. Donc qui est un réseau déjà transversal. Centré sur la thématique restauration des milieux naturels, mais qui associe des chercheurs, des gestionnaires d'espaces naturels, des bureaux d'études, des collectivités, des étudiants, un peu tout le monde. Donc ça c'est le deuxième réseau. Troisième réseau, AGBio, l'association française de génie biologique contre l'érosion des sols, qui est centralisée sur la thématique restauration des terrains en montagne, pour simplifier, qui associe déjà des entreprises et des chercheurs. Et le troisième réseau, c'est Gaillet, le groupe d'application en ingénierie écologique, qui là est plus un réseau recherche-enseignement, on va dire, pour simplifier. Alors, donc on balaye déjà un peu tous les aspects. Et on voit que, mis à part effectivement pour les entreprises, on parle à plusieurs reprises, vous avez dit, des étudiants. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a, question très simple, est-ce qu'il y a des cursus qui amènent à la notion de génie écologique? Comment ça se passe en termes de formation en France? Parce que je sais aussi qu'il y a des étudiants qui sont à Polytech et qui cherchent aussi des voies de formation. Qu'est-ce qu'il existe dans ce domaine-là? Alors vous qui êtes formateur, peut-être... je ne connais pas toutes les formations, mais il y a sans doute des formations qui répondent à certains aspects, mais sans doute pas toutes qui vont peut-être avoir, pour certaines formations, vraiment l'approche conceptuelle, conception de problématiques et de programmes de restauration donc ça, de gestion écologique, oui. Mais d'autres qui seront peut-être spécialisées techniques, mais on manque peut-être de liens et je pense qu'on va avoir à travailler. Quel type de métier on rencontre, quel type de métier on exerce dans ce domaine-là? Dans mon entreprise Oui. Dans mon entreprise, ça va de bac-8 à bac+8. Donc si vous voulez, il y a un docteur en écologie, il y a des gens qui ne savent pas lire, pas écrire. Donc on va effectivement tout trouver. Il y a beaucoup de formations qui existent, heureusement, et des formations de qualité. Mais simplement, comme la filière n'est pas encore structurée, il y a un problème d'adaptation certaines fois entre les besoins des entreprises et ce qui effectivement est proposé par les différents organismes. Donc c'est une question d'adaptation et la PFGE pourra justement servir à cette mise en relation. On a besoin à la fois, et en priorité d'ailleurs, d'acteurs de terrain, qui sont des techniciens, qui sont des gens qui travaillent sur les écosystèmes, qui travaillent dans les rivières, qui travaillent sur les tourbières. On a besoin de maîtres d'œuvre, on a besoin de concepteurs, qui sont les ingénieurs écologues. On a besoin aussi de coordinateurs qui permettent effectivement de mettre en relation
les usages d'un territoire avec les impacts sur la biodiversité. Dans le modèle agricole et l'agri-écologie, c'est effectivement quelque chose de véritablement essentiel. Et pour l'instant, comme les métiers ne sont pas reconnus en tant que tels, dans les nomenclatures, etc., on a effectivement du mal à faire la correspondance entre la formation universitaire et les besoins des entreprises. Mais ça avance parce que toutes les discussions que l'on a aujourd'hui avec le ministère sur les différents groupes de travail sont effectivement développées en vue d'atteindre cette correspondance. Effectivement, on a fait un travail au ministère sur les filières métiers de la biodiversité, qui est d'ailleurs accessible en ligne, donc les gens peuvent effectivement là se renseigner pour les étudiants, qui montre qu'effectivement aujourd'hui, ce qui est labellisé entre guillemets filière métier de la biodiversité reste les métiers traditionnels, je dirais, de la biodiversité, qui sont surtout centrés sur la gestion des espaces naturels, la gestion des réserves naturelles, des parcs nationaux, etc. Et là, on veut entrer en fait dans une nouvelle ère qui est effectivement le service aux donneurs d'ordre privés ou publics pour un développement évidemment de nouveaux métiers. Voilà. Donc actuellement, la photographie de la filière métier, je crois, n'est pas tout à fait effectivement adaptée finalement à ce que l'on veut obtenir dans les années qui viennent. C'est le constat que vous faites aussi dans votre région? Alors, le pôle est encore un petit peu jeune pour avoir un constat quantitatif. Néanmoins, on va lancer une étude justement quantitative sur les besoins des entreprises de la région qu'on va pouvoir apporter au pôle national et des différents réseaux pour préciser ça. Il est évident qu'il y a des besoins de formation tant chez les entreprises que aussi chez les donneurs d'ordre qui comprennent l'enjeu mais qui ne savent pas encore très bien comment. La RSE par exemple, oui, à travers une démarche RSE qui peut effectivement amener à s'interroger sur cette question. Voilà, la démarche RSE permet de comprendre l'enjeu. Par contre, elle ne vous transforme pas en professionnel de l'achat d'une opération de génie écologique. Et c'est là où il manque de la formation. Alors la formation, parlons-en. Quels sont les, je dirais, aux yeux de la future fédération, quels sont les, je dirais, les modèles qu'on peut déjà imaginer pour sensibiliser, puis aller former dans les entreprises ou éventuellement à travers des cabinets conseils, des bureaux d'études? Là, je pense qu'on n'en est pas obligatoirement là encore. On est vraiment dans une phase de réflexion. Justement, nous, le travail qu'on va essayer de faire dans les mois à venir, c'est vraiment de structurer, rencontrer les acteurs, voir quels sont les enjeux. Je pense que dans une deuxième phase, on pourra vraiment travailler sur la formation. Après, mais la formation, pour moi, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect formation formelle, mais il y a aussi la sensibilisation, l'information. Quand on organise par exemple des colloques, moi je vais prendre le cas de Rêver sur la restauration des milieux naturels et où on a des responsables de collectivités. Qui vient à ces colloques? On a des responsables d'espaces naturels de collectivités, des élus qui viennent. On leur fait passer un message. Alors ce n'est pas de la formation, mais ce sont des gens qui ne regarderont plus de la même façon derrière un projet. Ils ne prendront pas tout cru ce qu'on leur donnera, qu'une entreprise ou un bureau d'études leur donnera. Ils auront vu d'autres choses. Ils auront vu ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et pour moi, c'est aussi important. On n'est pas obligé de rentrer dans des cas de plan de formation. Il y a de la sensibilisation, de la communication, et puis leur donner, même si l'objectif de la fédération, qu'ils aient le réflexe, au moins qu'ils sachent que quelque part, ils peuvent aller chercher l'information, essayer de comparer à ce qui se fait ailleurs, ce qu'on leur propose sur le même type de milieu, etc. Donc voilà, de la source d'information, savoir que cette source existe, et puis de la sensibilisation. C'est pas obligatoirement, enfin, en tout cas pour les collectivités, de la formation pure et dure. Oui, je crois que ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre, grandes entreprises, grandes collectivités se mobilisent sur la biodiversité. Alors pour ça, dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, nous avons mis en place un dispositif d'adhésion à la stratégie qui doit être suivi ensuite d'un engagement. Donc l'engagement, ça doit être un plan d'action. Donc on a déjà environ 250 adhérents à la stratégie nationale pour la biodiversité et l'idée c'est bien qu'un certain nombre de grands ou moyens donneurs d'ordre s'engagent finalement dans ces plans d'action pour qu'ensuite on puisse avoir des réalisations concrètes sur le terrain. Alors nous avons aussi, donc, vous l'avez cité, lancé donc, des appels à projets dans le cadre de cette stratégie nationale pour la biodiversité dont les premiers résultats seront rendus publics d'ici mi-décembre. On a par exemple un appel à projet sur les innovations en matière de génie écologique, donc c'est important, puisque je pense que de ce point de vue-là, les résultats de l'appel à projet seront largement communiqués et j'espère que ça pourra donner
aux entreprises concernées une vitrine finalement, des références, et puis donner envie à d'autres finalement d'utiliser ces pratiques et ces techniques et cette approche. Oui, parce que sur la communication, c'est peut-être l'axe le plus difficile, faire savoir. C'est d'autant plus important de faire savoir que ce n'est pas simplement une question de marché. Ce que disait Sébastien tout à l'heure, c'est une question de pédagogie. C'est un nouveau regard sur la vie que l'on doit avoir. Donc à chaque fois qu'on communique positivement sur une opération de génie écologique, on a un regard différent sur la vie, ce qui peut très bien changer aussi les comportements individuels. La vie, c'est bien un objectif global. Effectivement, c'est presque même l'objectif ultime du développement durable. Ce n'est pas une partie, si vous voulez, du développement durable. C'est bien ça qu'il faut préserver, la nôtre et celle des autres espèces. Est-ce que l'écueil, c'est pas un peu la temporalité? C'est-à-dire que bon, quand on agit sur l'écosystème, on agit positivement sur l'écosystème, on n'a pas tout de suite des résultats. Donc comment on fait pour fédérer, pour motiver les gens? C'est une vraie difficulté, mais c'est aussi la difficulté de notre modèle économique. Si on ne veut que de la rentabilité à court terme, on ne préservera pas effectivement de bien-être à long terme. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un véritable enjeu de société, que de travailler sur la pérennité de la vie, ça nous oblige à réfléchir effectivement sur nous-mêmes. C'est une difficulté, c'est peut-être un écueil, et il faut impérativement que effectivement on le domine. Sinon, on devra en subir les conséquences. Vous voulez tous les trois intervenir, je crois. Alors allez-y. Je voulais ajouter dans la même veine que la crise qui pointe son nez aujourd'hui, elle révèle une certaine fragilité de notre modèle de développement et l'approche intégrée de ce qu'on peut appeler génie écologique essaye de traduire en modèle économique finalement un souci de cohérence. Donc à ce titre-là, je trouve ça particulièrement intéressant à travailler. Je crois que pour compléter ce que l'on disait, la dégradation des écosystèmes, c'est quelque chose qui se voit un peu, qui se mesure difficilement, qui est peu lisible, beaucoup moins que quand vous voyez des déchets dans un paysage ou quand vous avez une eau manifestement polluée, sale, etc. Donc la dégradation des écosystèmes, elle ne se voit pas. Vous rajoutez une route, vous mettez une zone d'aménagement, vous rajoutez encore une autre infrastructure et vous avez l'impression que vous n'avez pas finalement abîmé les écosystèmes. Sauf que quand vous arrivez à une fragmentation trop importante des espaces, finalement vous fragilisez la vie et vous faites en sorte que l'écosystème peut s'écrouler, j'ai envie de dire, tout d'un coup, tout ensemble. Et je crois qu'on s'aperçoit peut-être pas assez ensemble qu'on vit sur une terre vivante. Je veux dire, l'homme, il ne peut pas vivre uniquement sur du béton. Alors même si le béton, ici, il y en a un petit peu, évidemment, et puis il en faut sans doute un petit peu, mais je crois que ça, c'est la difficulté. On ne mesure pas la dégradation des écosystèmes comme on peut mesurer, je dirais classiquement, un certain nombre d'activités ici à Polytech sur la dépollution. Voilà. Donc je crois que ça, il faut arriver à se projeter en se disant il faut compter sur le plus long terme et il faut vraiment, à chaque instant, se préoccuper de cette question. Sur la temporalité et le temps nécessaire aussi pour la restauration, je pense qu'il y a des choses qui évoluent quand même. Nous, on le voit assez bien sur les sites littoraux bretons, il y a beaucoup de dégradations, alors là, très visibles, avec des sols à nu, de toute façon. C'est vrai que dans les premières opérations, il y a 20-25 ans, souvent les questions qui étaient posées par les gestionnaires ou les élus, qui étaient posées aux scientifiques, c'est comment on fait pour restaurer en 2 ans. Pour que ce soit vert en 2 ans, c'était posé à un de mes collègues pour la pointure, je vais le dire. Il a répondu, il faut mettre de la peinture verte. Voilà. Oui, c'est plus simple. C'est un peu rapide. Donc là, ils ont expliqué que non, voilà, ça laisse restaurer, qu'il fallait le temps, ça laisse restaurer tout seul. Je dirais, aujourd'hui, on n'a plus ces questions-là. Quand on travaille avec les gestionnaires qui mettent en place une opération de restauration écologique, ils ont tout à fait conscience que ça ne sera pas dans 2 ans, ça sera peut-être l'objectif de restauration est peut-être à 10 ans, à 15 ans. Nous, on va très bien sur ces milieux-là parce qu'il y a de la communication, parce qu'il y a une historique en Bretagne, en plus de liens entre gestionnaires et scientifiques. C'est des questions qui ne se posent plus. On a moins cette urgence de « faut que ça soit restauré dans 2 ans ». Donc, alors, c'est peut-être pas vrai pour tous les milieux, mais je pense qu'on arrive, ça montre aussi que par la communication, on arrive à faire changer les visions. Voilà, pareil, pour restaurer un espace littoral, on ne nous pose plus la question « qu'est-ce qu'on va planter ?» On ne plante pas sur les espaces littoraux, on attend que ça repousse. On accompagne la repousse. On voit quand même qu'il y a au niveau des décideurs, des maîtres d'ouvrage, un changement, une sensibilisation. Mais vous reconnaissez quand même qu'il est plus compliqué de faire admettre à monsieur tout le monde, que ce soit dans le grand public ou que ce soit un donneur d'ordre, à faire admettre qu'il y a une priorité à la préservation des écosystèmes quand aujourd'hui on parle de gaz à effet de serre, quand on parle de choses qui sont... Non, mais je suis volontairement provocateur pour essayer de comprendre justement comment on peut convaincre les gens d'agir, d'investir, parce qu'il faut investir aussi,
pour quelque chose qui est peut-être moins visible, vous le disiez il y a un instant. La préservation de la biodiversité, je crois que c'est une assurance contre le changement climatique aussi. Alors sans aller dans des détails scientifiques, je parlais tout à l'heure par exemple du rafraîchissement en ville, hein, qui est très important, puisqu'on peut gagner quelques degrés grâce à de la nature, à de la vraie nature en ville. Également la résilience en général des écosystèmes, des milieux aquatiques liés à cette biodiversité. Et effectivement, on supportera mieux le changement climatique si on a des écosystèmes en bonne santé, sans rentrer dans des détails. Enfin, peut-être vous voulez compléter. Mais... Si on considère la biodiversité ou la sauvegarde simplement pour préserver 3 grenouilles et 2 papillons, c'est effectivement très difficile à faire passer. Et les gens disent en quoi est-ce que le papillon est plus important que mon bien-être, ma consommation, etc. C'est une question encore une fois de vision sur la vie. Je prends le cas de la Bretagne, puisqu'on est bretons tous les deux en l'occurrence, mais on a des petits soucis de qualité des milieux aquatiques, etc. Et avec des blocages qui sont des blocages quasi politiques. On va voir des agriculteurs, on leur explique l'intérêt qu'ils peuvent y trouver, la vision à long terme de leur exploitation agricole, la place qu'ils ont sur le territoire, ça ne pose aucun souci. Je dirais même c'est presque beaucoup plus sexy que les tonnes de carbone. Travailler sur l'écosystème, dans le milieu de vie sur lequel on est, surtout à partir du moment où on met bien l'homme parmi cet écosystème. C'est même pas au milieu, c'est parmi cet écosystème, avec une vision pérenne et de dire à les gens avec qui on travaille, qu'ils soient agriculteurs ou entrepreneurs, tes enfants plus tard, dans quel milieu vont-ils vivre? Qu'est-ce que tu souhaites pour eux? Ce que tu as vécu autrefois? Alors à ce moment-là, la grenouille et le papillon sont des éléments essentiels, je dirais, de l'écosystème, donc d'une bâtisse globale. On ne peut pas les retirer et les gens comprennent bien. Par contre, il faut changer ce langage et arrêter d'imaginer qu'il y a l'homme et la nature à l'extérieur. Nous sommes dedans. Ce langage-là, il passe bien et il passe de mieux en mieux pour ce que disait effectivement Georges tout à l'heure. La crise économique nous montre bien que la vision à court terme de l'immédiateté, ça ne suffit pas effectivement pour, ne serait-ce que pour vivre. C'est pas facile, mais je pense que ça avance très très vite, qu'on est arrivé à des points où effectivement on peut s'interroger sereinement sur effectivement l'avenir des territoires et avec une vision qui est surtout très positive. Il n'y a pas d'opposition dans ce que je dis là, il n'y a pas d'opposition à un modèle. C'est une vision très très positive de l'avenir et une vision qui est celle du bien-être et finalement du bonheur de chacun, quoi. Pour le ministère, quelle est, je dirais, pour les pouvoirs publics, quelle est l'étape d'après? Là, vous avez initié. Hein, oui, on a mis en place un travail sur l'élaboration d'un plan d'action pour le développement de la filière génie écologique. Donc, ce plan d'action sera rendu public normalement au prochain comité stratégique des éco-industries par monsieur le ministre Besson et madame la ministre Kosciusko-Morizet au mois de janvier, en principe. Alors évidemment, le plan d'action, c'est une feuille de papier, donc c'est pas très intéressant, mais il va falloir le mettre en œuvre. Donc il y a effectivement le travail sur la structuration de la filière. Il y a la poursuite, donc je le disais, de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la biodiversité où on espère un maximum d'engagement. Et puis donc il y a un certain nombre d'actions plus techniques pour effectivement travailler, je dirais, avec les soutiens classiques des filières d'entreprises, comme Oseo par exemple, pour que Oseo soutienne également cette filière et n'ait pas l'impression que ce soit une filière un peu olé, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, c'est pas ce qu'ils disent, mais je veux dire, il faut maintenant que ces activités-là, la filière, rentre finalement de plein pied dans l'ensemble des dispositifs d'aide aux entreprises qui existent. Voilà, on ne va pas mettre en place un système, si vous voulez, tout particulier, mais donc on fait un encadrement et on essaye de pousser à la compréhension collective de l'intérêt de cette filière. En forme de conclusion, le génie écologique, pilier de la croissance verte? Ouais, je pense que c'est vraiment le pilier principal. Ça pourra résoudre beaucoup de problèmes écologiques, climatiques, énergétiques et des problèmes sociaux essentiellement parce que c'est bien la finalité. Un mot de conclusion? Difficile de conclure après ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler. Donc, ça se passe au niveau national avec les acteurs qui se fédèrent et au niveau régional parce que les enjeux du génie écologique sont sur le terrain et c'est de là qu'il faut partir pour aboutir à des résultats. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre. J'étais très heureux d'aborder cette question du génie écologique. Alors, on rappelle quand même, parce qu'il faut que je reprenne mes notes, mais qu'il existe, il existe à Polytech. On a cette année, bien évidemment, un village du génie écologique qui est juste derrière nous. Donc, il est orchestré, bien sûr, par le ministère avec pôle de compétitivité Hydreos, des TPE, des PME, des opérateurs d'eau, de l'assainissement, des universitaires aussi qui sont présents. Vous avez monté des conférences, je crois, aujourd'hui aussi. Oui, il y a des conférences tous les jours sur le stand. Donc, tout le monde est bienvenu pour les écouter et s'informer et se former.
Merci beaucoup à vous. On se retrouvera dans quelques minutes. Je ne sais pas à quelle heure exactement, mais on essaiera d'être un peu ponctuel pour le prix des techniques innovantes pour l'environnement organisé par l'ADEME et que vous présentera ici même Alain Delamette. À tout à l'heure.